Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir dans les dividendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo au lendemain de la plus forte baisse à la bourse de Paris depuis mars 2020. La faute à un nouveau variant qui a été découvert en Afrique du Sud. Donc je vais vous parler de la situation rapidement macro, des hypothèses de marché et surtout je vais vous parler de 2 ventes que j'ai effectuées, de 7 achats. J'ai profité de cette première baisse pour pouvoir me renforcer et également acheter de nouvelles actions. Comme d'habitude, si jamais vous aimez cette vidéo, merci de mettre un like et de partager à un maximum de personnes, à vos amis investisseurs sur Facebook, sur WhatsApp. N'hésitez pas à commenter également, je réponds à toutes vos questions. On commence sans plus tarder cette vidéo avec, vous le voyez, les gros titres, le CAC 40 qui a plongé de 4,75%, donc nouveau variant découvert en Afrique du Sud. Apparemment, il serait beaucoup plus contagieux. On ne sait pas si les vaccins sont efficaces ou pas. Donc là, on a une première baisse qui a été effectuée sur la bourse de Paris. Si jamais dans 10 jours, 15 jours, on apprend que finalement les vaccins fonctionnent ou alors qu'on peut faire une nouvelle formule assez rapidement, la baisse pourrait être limitée et le CAC rebondir. Mais si jamais malheureusement on découvre que ça va être plus compliqué que ça et que peut-être il y a des nouveaux confinements qui vont arriver, eh bien l'impact pourrait être important. Donc je vous invite à être vigilant au niveau de vos portefeuilles. Moi j'ai fait des achats, mais j'ai fait des achats en sachant que le CAC peut encore dévisser de manière beaucoup plus importante. Donc j'ai gardé des liquidités pour pouvoir me renforcer le cas échéant. Alors, le CAC 40 a baissé donc de 4,75%. Quand on regarde le graphe sur la journée, c'est assez impressionnant. On a été quasiment à 7100 points et on a clôturé à 6740 points sur le CAC 40. Alors, il faut quand même relativiser. C'est-à-dire que si on regarde sur un an, vous voyez, ne serait-ce que le 29 janvier 2021, on était à 5400 points. On est toujours à 6739. Mais ça montre bien l'adage qu'on dit quand on dit que le marché, pour monter, prend les escaliers, il prend l'ascenseur pour descendre. Mais là on le voit en fait en une seule séance, on a effacé plus d'1 mois de hausse sur le CAC 40. Donc voilà, faut être vigilant, il y a des impacts importants sur l'économie si ce variant est aussi virulent qu'on le dit et si jamais les vaccins ne fonctionnent pas. Alors dans cette période là, c'est quoi l'importance? C'est d'avoir du cash. Comme on dit, cash is king. C'est super important d'avoir des liquidités pour pouvoir racheter. Alors je vous dis pas qu'il faut se précipiter sur les marchés, je vous dis juste que avoir du cash permet donc de renforcer ses positions ou de rentrer sur des nouvelles actions en profitant de creux de marché. Maintenant, il est très difficile d'arriver à timer le marché. Moi-même, j'ai fait des achats, mais peut-être que le CAC va rebaisser derrière. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est d'arriver à dégager de la liquidité pour pouvoir agir si jamais à un moment donné, vous décidez d'appuyer sur le bouton et de rentrer sur une nouvelle ligne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque comme j'avais besoin de cash, j'avais un petit peu de liquidité, mais pas assez à mon goût. J'ai décidé dans mon portefeuille de vente 2 sociétés. En l'occurrence, il s'agit des sociétés Vivendi et Universal Music Group, le spin-off de Vivendi. Alors pourquoi j'ai choisi de vendre ces sociétés? Déjà j'avais besoin de cash et c'est les 2 sociétés dans mon portefeuille qui avaient bien performé. Alors ce ne sont pas les seules, mais en tout cas elles avaient bien performé et elles ne versent pas des dividendes énormes, même si ce sont des très belles boîtes. Elles ont encore du potentiel de progression et peut-être que j'y reviendrai un petit peu plus tard, même sûrement si jamais j'ai à nouveau des liquidités pour re-rentrer sur ces boîtes-là. D'ailleurs, Universal Music Group, c'est un peu une entreprise anti-Covid. C'est-à-dire que la musique en streaming est sur une belle croissance. Elle a encore des belles années devant elle. Donc Universal ne devrait quasiment pas être affecté au niveau de ses résultats par le Covid si jamais ce variant nécessitait des contraintes plus fortes que celles décidées actuellement au niveau de l'économie. Donc voilà, c'est vraiment purement stratégique. C'est pas contre ces entreprises qui sont très belles. Si vous avez en portefeuille, ça ne veut pas dire qu'il faut les vendre. C'est juste que moi, j'ai décidé de matérialiser ma plus-value. C'était des lignes qui étaient assez importantes, que j'avais renforcées il y a quelques mois en arrière et qui m'ont permis justement d'avoir du cash pour pouvoir faire des achats sur le marché. Alors je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que mon avis en fait qui est exprimé dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Chaque investissement comporte des risques et c'est à vous de faire vos propres choix. Vous êtes responsable de vos investissements et vous devez absolument faire vos propres recherches avant de décider d'acheter une action. Moi les mouvements que je fais, ça correspond à ma philosophie d'investissement et à mon portefeuille. Ça peut très bien ne pas vous correspondre en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez et en fonction de vos objectifs.
Le premier achat que j'ai effectué, c'est l'entreprise ALD Automotive. Vous commencez à bien la connaître maintenant, cette boîte. Si jamais vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui parle de tout ce business, eh bien, je vous mets ici. C'est une vidéo spéciale que j'ai réalisée sur ALD Automotive pour en savoir plus sur cette très belle entreprise. J'ai donc renforcé ma position. J'ai acheté 49 actions à 12,15 €. Ça représente un investissement de 595,52 €. Alors, mon portefeuille était de 351 actions ALD Automotive et j'ai donc maintenant 400 actions ALD Automotive dans mon portefeuille PEA. Alors, il y a quelques mois en arrière, je vous avais parlé à nouveau d'ALD Automotive. Je vous avais parlé de LeasePlan, qui est le premier loueur longue durée mondial avec une flotte de 1,9 million de véhicules présents dans 32 pays, alors que ALD est présente dans 43 pays pour 1,76 million de véhicules. Pourquoi je vous avais parlé de ça, de LeasePlan, qui est un concurrent d'ALD? C'est parce qu'il y avait des rumeurs de marché comme quoi ALD pourrait faire une offre sur LeasePlan pour pouvoir racheter cette boîte et ensuite fusionner. Eh bien, en fait, ces rumeurs ont été confirmées. Alors, c'est une très très grosse opération. On parle d'une OP qui pourrait se monter à 8 voire même 10 milliards d'euros d'investissement. Alors, pourquoi j'ai mis un warning ici au niveau de cette opération? D'un côté, c'est excellent parce qu'en fait, c'est un marché d'économie d'échelle. Donc, si jamais les deux fusionnent et qu'ALD rachète LeasePlan, on aura un leader mondial. On sera actionnaire d'un leader mondial avec tous les bénéfices que ça peut apporter. En revanche, warning, LeasePlan est tellement gros en termes de valorisation versus la valorisation d'ALD que si jamais ALD rachète LeasePlan, je ne vois pas comment ils peuvent faire sans augmentation de capital. Donc là, il faut savoir, moi je sais quand je me renforce dans ALD Automotive, je sais que potentiellement, si jamais les discussions vont au bout, si les pourparlers vont au bout, eh bien il y aura certainement une augmentation de capital. Donc voilà, il faut tenir compte de ça quand vous investissez, quand vous décidez d'investir dans ALD Automotive aujourd'hui. Je sais que je participerai à cette augmentation de capital si jamais il y en a une, puisque j'adore cette société et je crois dans son potentiel, dans son avenir. Alors maintenant on va parler dividendes avec un petit récap des dividendes qui ont été versés au cours des dernières années. Vous voyez qu'en 2018 il y a eu 55 centimes, 58 en 2019, 63 centimes en 2020 au titre des résultats 2019. En 2021 on a touché 63 centimes également, le dividende était stable. Et en 2022, moi dans mes projections, quand je fais mes tableaux que je vous montrerai prochainement d'ailleurs, pour pouvoir anticiper mes revenus de dividendes au cours des années à venir, eh bien j'estime que ALD Automotive versera au minimum de chez minimum 70 centimes d'euros par action, et on va voir après comment je calcule ça. Et normalement, si jamais la société respecte son payout ratio, on sera même au-dessus de ce montant, donc ça ferait une très très belle augmentation par rapport aux dividendes touchés en 2021. Alors, les résultats à 9 mois d'ALD Automotive, eh bien, ils sont excellents. Ils ont augmenté de plus 76% par rapport à l'année dernière, 610 millions d'euros, donc à fin septembre. Alors, comment ça s'explique, ce gap très important et ces bénéfices qui explosent vraiment à la hausse par rapport à l'année dernière? Eh bien, sur pas mal de choses. Déjà, le business sous-jacent se porte bien, mais en plus, la revente de véhicules d'occasion se porte extrêmement bien grâce à la pénurie mondiale de semi-conducteurs et l'impact que ça a sur les véhicules neufs. Eh bien, l'ensemble des distributeurs du monde entier recherchent des véhicules d'occasion, et ça profite à plein à ALD Automotive. Les marges de revente unitaires en fait par véhicule sont au plus haut historique, et donc vous voyez la revente de voitures d'occasion l'année dernière on était sur 18 millions d'euros, et cette année c'est multiplié par 15 à 278 millions d'euros, sans oublier que les coûts ont baissé par rapport à l'année dernière, puisque les coûts représentent seulement 48,2% versus 50,5% l'année dernière au cumul 9 mois 2020. Donc amélioration des coûts avec un très beau travail qui est effectué par l'ensemble de l'entreprise, et puis des reventes de véhicules d'occasion avec des marges unitaires qui sont au plus haut, expliquent ces excellents résultats sur l'année 2021 à date, un cumul fin septembre 2021. On arrive maintenant au calcul du BNA, du bénéfice net par action, qui est un indicateur extrêmement important. Vous me demandez souvent dans les commentaires comment je fais pour trouver cette info. Mais en fait, souvent, je la trouve pas, je la calcule moi-même. Mais vous allez voir, c'est un calcul qui est extrêmement simple. Donc, je profite de parler d'ALD Automotive pour vous expliquer comment je fais. Vous voyez que le bénéfice à 9 mois, on vient de le voir, s'élève à 610 millions d'euros. Le nombre d'actions qui composent le capital de l'entreprise s'élève à 404 103 640 actions.
Et donc, quand vous faites 610 millions d'euros divisé par 404, 103, 640, eh bien, ça nous donne un bénéfice net par action de 1,50 €95. Donc là, je vous ai mis aussi le payout ratio cible qui a été communiqué par l'entreprise. Donc le payout ratio, je vous rappelle que c'est la part des bénéfices que l'entreprise a l'intention de reverser aux actionnaires sous forme de dividendes. Eh bien, le payout ratio cible est de 50 à 60%. Donc même si jamais il était que de 50%, sur les résultats qui sont juste à 9 mois, on n'a pas encore les résultats de toute l'année 2021, eh bien quand vous faites 1,50 divisé par 2, on est sur 75 centimes d'euros par action. Donc normalement, si l'entreprise respecte son payout ratio cible de 50%, et il n'y a pas de raison qu'elle ne le respecte pas, eh bien on aurait un dividende minimum de 75 centimes d'euros, sachant que normalement on pourrait même aller titiller les 1 euro par action de dividende au niveau de 2021 si jamais le dernier trimestre se passe bien. Alors maintenant, moi je suis toujours prudent dans ce que je projette au niveau du dividende sur les années à venir. Donc normalement, c'est minimum 75 à 80 centimes d'euros, voire même quasiment 1 euro comme on vient de le voir. Maintenant, ce que je projette, c'est que le dividende sera au moins de 70 centimes d'euros. Donc là, je calcule l'augmentation de mes dividendes annuels suite au renfort de ma ligne ALD. Eh bien, les actions que je viens de racheter, les 49 actions, vont me rapporter normalement au minimum l'année prochaine 34,30 € de dividendes supplémentaires, et si jamais on est plus aux alentours des 90 centimes d'euros, eh bien ce serait une augmentation de mes dividendes de 44,10 €. On passe au deuxième achat que j'ai effectué lors de cette baisse du CAC 40, en l'occurrence l'entreprise Orpea. Alors Orpea, j'ai pas acheté ça pour le dividende que la société va verser l'année prochaine. J'ai acheté ça dans une logique patrimoniale. C'est une très belle entreprise, c'est pour du long terme, du très très long terme, et c'est pour des dividendes mais dans 15, 20, 25 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Orpea, déjà tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais Orpea, c'est un groupe qui est énorme, qui est très important, qui a des établissements de soins, des maisons de retraite, des résidences services. Donc c'est un des leaders du marché. C'est un groupe qui est extrêmement bien géré, qui a été créé en 1989 par le docteur Jean-Claude Marian. Vous voyez ici en fait les pays d'implantation de Orpea. Le premier pays, c'est la France avec 372 établissements, mais ils sont présents également, vous le voyez, en Russie, en Pologne, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Ils sont présents aussi beaucoup en Amérique latine avec le Brésil, l'Uruguay, la Colombie, le Chili ou encore le Mexique. Et puis, ils commencent à se développer aussi depuis quelques temps en Chine. Alors pourquoi c'est pour du très long terme? C'est parce qu'en fait ils sont sur un marché qui est extrêmement porteur. Là vous voyez par pays les projections de l'entreprise sur le besoin de lits supplémentaires par rapport au vieillissement de la population. Donc structurellement ce marché il est porteur. En 2030, en excluant la Chine, il y aurait un besoin, selon ces études, de 1,3 million de lits supplémentaires par rapport au vieillissement de la population. 721 000 lits en Europe, et en Amérique latine, on est sur près de 600 000 lits, ce qui donne 1 300 000. Donc vous voyez bien que structurellement, les besoins vont augmenter, ont déjà augmenté depuis 10, 15, 20 ans, et vont encore augmenter au cours des décennies à venir. Donc le marché est structurellement porteur. Orpea est une entreprise qui est extrêmement sérieuse, qui est bien gérée, qui possède son immobilier, et c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement d'être actionnaire à très très long terme dans le groupe Orpea. Alors vous voyez, en 2020 le chiffre d'affaires a continué de progresser malgré la crise Covid. En revanche sur l'EBITDA, forcément il y a eu un impact avec les coûts particuliers qu'il y a eu, avec malheureusement aussi les décès qu'il y a pu avoir de patients qui étaient présents donc dans les établissements Orpea. Donc forcément le taux de remplissage a baissé, et puis il y a eu un impact du coup sur le résultat net, mais c'est un accident de parcours par rapport à une situation exceptionnelle qui peut se comprendre, mais à long terme il n'y a aucune raison que le résultat net ne reprenne pas sa progression régulière comme c'était le cas jusqu'à présent. C'est un groupe, comme je vous le disais, en fait, qui possède son patrimoine immobilier. En 2020 il y avait 6,8 milliards d'euros de patrimoine immobilier chez Orpea. Vous voyez que ça progresse très régulièrement avec notamment pas mal de rachats
achats qui sont effectués par cette entreprise. Alors pourquoi ils achètent plutôt que louer? En fait, ce qu'ils disent, c'est que quand ils ouvrent un établissement, ils sont sûrs que c'est loué et que ce sera quasiment plein pour les 50 prochaines années. Donc en fait, louer représente juste un coût supplémentaire pour l'entreprise, autant posséder son patrimoine. Et je suis vraiment d'accord avec cette vision de l'entreprise. Alors sachant que le patrimoine, de plus en plus, ils vont dans des villes, dans des quartiers qui sont vraiment haut de gamme. C'est une stratégie qui est extrêmement intéressante au niveau immobilier. Alors en termes d'actionnariat, les premiers actionnaires sont CPPIB et Peugeot Invest. Donc CPPIB en fait c'est le fonds de pension canadien qui s'occupe donc du régime des pensions du Canada. Donc ils ont l'habitude de savoir ce qu'ils font. Ils investissent pour du long terme, pour de la valorisation, pour des revenus récurrents. Donc ça c'est le numéro 1 au capital d'Orpea avec quasiment 15% du capital. Et puis la famille Peugeot dans sa logique de diversification, Peugeot Invest qui possède 5% du capital. À noter que j'ai entendu il y a très peu de temps que les actionnaires individuels représentent 12% du capital d'Orpea, possèdent 12% du capital d'Orpea. Donc c'est pas neutre, beaucoup de personnes croient dans Orpea au niveau des particuliers. Allez, on regarde très rapidement les résultats du premier semestre 2021. Croissance organique de plus 5,2%, plus 8,7% au niveau du CA au global grâce aux différents rachats. Le résultat net a progressé de plus 40% et le patrimoine a continué de progresser grâce aux différentes acquisitions. Alors ça, c'était avant les cessions. En fait, il y a 1,5 million d'euros de cessions qui étaient en cours au 30 juin 2021. Mais en tout cas, on était sur 7,4 versus 6,8 en fin d'année 2020. Donc ça, c'était pour le premier semestre et le chiffre d'affaires du T3 2021 a été publié. Croissance qui s'accélère avec plus 10,8%. La croissance organique qui est à plus 5,7%, donc en accélération par rapport aux 5,2% qu'on a pu voir sur le premier semestre 2021. Beaucoup d'ouvertures de lits, plus de 1000 lits ouverts sur le trimestre et donc l'objectif de croissance du chiffre d'affaires 2021 qui est revu à la hausse à plus 9% versus 7,5% prévu précédemment avec une croissance organique qui va être plus importante que celle qui était attendue initialement par les dirigeants de l'entreprise. Donc ça, c'est tout bon pour Orpea. On va quand même parler dividendes, même si j'achète pas cette boîte pour les dividendes tout de suite maintenant, mais plutôt pour les dividendes qu'elle va pouvoir verser en 2030, 2035, 2040. On voit qu'il y avait une progression très régulière du dividende de l'entreprise Orpea, progression qui a été interrompue en 2020 avec le dividende 2019 donc qui n'a pas été versé par rapport à la crise Covid. Ils ont repris en 2021 avec le versement d'un dividende de 90 centimes d'euros par action. Je pense que cette année, il devrait être au moins de 1 euro si jamais il n'y a pas une dégradation à cause du nouveau variant. Peut-être que l'entreprise va jouer la carte de la prudence également. On va voir, mais je m'attends quand même à 1 euro de dividende par action. Alors, j'ai renforcé ma ligne initiale parce que j'étais déjà actionnaire d'Orpea, c'est une petite ligne. J'ai renforcé donc de 4 actions à 85,70 euros. Ça représente un investissement en incluant les frais de 345,54 euros. J'avais donc 16 actions dans mon portefeuille et je suis maintenant à 20 actions Orpea. Comme je vous le disais, je m'attends à un dividende d'1 euro par action. Donc l'augmentation de mes dividendes annuels suite à ce renfort, à cet achat de 4 actions supplémentaires Orpea, s'élève à 4 euros. Bon, c'est pas grand chose, mais comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. On va voir maintenant pourquoi j'ai renforcé faiblement Orpea. Eh bien en fait, j'espère, alors vous voyez c'est la différence entre les investisseurs court terme et long terme, moi j'espère que Orpea, malgré le fait que je sois actionnaire, va continuer à baisser et que j'arriverai à recharger beaucoup plus fortement sur les niveaux à peu près de fin d'année 2016 qui étaient aux alentours des 73-74 euros. Si c'est le cas et que j'ai les liquidités nécessaires, je renforcerai de manière plus importante ma ligne Orpea. C'est vraiment une entreprise que j'ai envie de garder pour le long terme et le très très long terme. On passe au troisième achat que j'ai effectué. Cette fois-ci, c'est une nouvelle ligne. Ça fait un bout de temps que je l'avais dans le viseur. Je vous en avais parlé sur mon top action à dividende du mois de septembre 2021. J'attendais patiemment qu'elle s'approche des 30 euros pour pouvoir rentrer chez Bouygues. Donc, vous voyez l'importance aussi de ne pas se précipiter quand vous voulez acheter une entreprise. Placer des ordres à court limité au lieu de rentrer tout de suite avec des ordres sur le marché. Il faut attendre, il faut regarder à quel prix vous voulez acquérir cette entreprise
l'entreprise et quand cette entreprise atteint ce prix-là, eh bien c'est le moment de dégainer et c'est ce que j'ai fait au niveau de Bouygues. Donc j'ai été patient et ma patience a été récompensée. Donc rappel rapide au niveau du groupe Bouygues, il y a de la construction avec Bouygues Construction, Bouygues Immobilier en tant que promoteur et l'entreprise Colas. Vous avez également les médias avec TF1 et les télécoms avec Bouygues Télécom. Alors il y a une actualité qui est très intéressante au niveau de Bouygues, c'est que Engie mettait en vente sa filiale dédiée au service qui s'appelle Equans et que Bouygues au niveau des différentes enchères a gagné et donc est entré en négociation exclusive avec Engie pour le rachat d'Equans. Donc la promesse d'achat a été signée et normalement ça devrait être closé au niveau du deal au deuxième semestre 2022. Alors ce qui est très intéressant, vous le voyez, c'est marqué là sur le site de l'usine nouvelle dans l'article, Bouygues parie sur un secteur aux revenus récurrents. Un des défauts du groupe Bouygues, c'est d'être cyclique. La construction, c'est cyclique. Alors les télécoms amènent quand même moins de cyclicité, mais c'est un secteur qui avait souffert au cours des années précédentes, même si là, Bouygues Télécom se porte de mieux en mieux. Les médias, c'est pareil, il y a un côté cyclique. Quand il y a de la crise économique, eh bien, en termes d'investissement publicitaire, ça chute très fortement. Et donc là, avec Equans, cette partie service va devenir le premier pôle du groupe de BTP, donc Bouygues. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors maintenant, la bourse avait pas bien accueilli cette acquisition. Pourquoi ? Parce que le prix avait été jugé élevé. On est sur 7,1 milliards d'euros en incluant la dette d'Equans. Et en plus, Equans chez Engie, ça n'a jamais fait une marge opérationnelle très sexy. C'était plutôt bien inférieur à ce qui se fait chez les concurrents SPI ou encore chez Vinci Énergie. Et donc du coup, là, il va falloir que Bouygues arrive à correctement intégrer Equans et à faire un gros travail sur les coûts pour pouvoir améliorer cette marge opérationnelle. Mais moi, je juge que c'est une très belle opération pour le futur de Bouygues. Par contre, il faut qu'ils arrivent à bien intégrer Equans. Alors, les résultats des 9 premiers mois 2021, grosse progression du chiffre d'affaires par rapport à 2020 avec plus 10%. Le résultat opérationnel a bien gapé aussi, multiplié par 2. Et au niveau du résultat net part du groupe, on est sur du x3 tout simplement. Et un cash flow qui est en forte progression également. Donc, tout va bien. La seule chose, c'est que les carnets de commandes, notamment chez Colas, ont quand même déçu les investisseurs. Donc, c'est pour ça qu'entre la nouvelle du rachat d'Equans avec le prix payé, plus le carnet de commandes qui a déçu, eh bien l'action avait déjà souffert et là avec la baisse du CAC 40, ça a permis de faire passer l'action sous les 30 euros. Alors je fais un petit rappel rapide des dividendes. Vous voyez que le dividende a fortement progressé entre 2003 et 2008 et puis après on était sur quelque chose de très stable. Il a été rehaussé en 2017 à 1,70 €. Donc là on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'avec le rachat d'Equans, il ne faut pas attendre grand chose en tant que progression du dividende parce que c'est un gros rachat, même si les finances de Bouygues sont saines. Derrière, ça va se faire sans augmentation de capital, ça va se faire avec de la dette. Donc, je pense que Bouygues va vouloir sauvegarder un petit peu de cash quand même plutôt que de le redonner directement aux actionnaires. Donc, moi, je m'attends à ce que le dividende soit stable au cours des années à venir. J'ai donc fait cet achat. J'ai acheté 33 actions. Mon prix de revient unitaire est de 30,30 €. Ça représente un investissement, donc tout frais inclus, de 999,77 €. Quand je vous dis tout frais inclus, c'est frais de transaction et également la taxe sur les transactions financières, donc un petit peu moins de 1 000 € d'investissement pour 33 actions Bouygues. Comme je vous le disais, je m'attends à un dividende stable d'1,70 €. Donc après, s'il est un peu plus élevé, ce sera tout bénef. Je m'attends donc à ça, 1,70 € fois 33 actions. Mon achat donc, et le fait de rentrer sur l'entreprise Bouygues vont augmenter mes dividendes annuels de 56,10 €. Alors, je rentre progressivement sur Bouygues. Je suis rentré sur ces niveaux-là. Ma prochaine target, c'est aux alentours des 27,50 €. C'est ça, je continuerai à renforcer ma ligne Bouygues parce que mon ambition n'est pas d'avoir juste 33 actions Bouygues, mais bien plus. Donc, premier renfort vers 27,50 € en fonction des liquidités dont je disposerai. Soit je rachèterai pour 1 000 € d'actions Bouygues, soit pour 2 000 € si jamais j'ai vraiment beaucoup de liquidités. Après, je veux rentrer sur pas mal d'actions, donc il va falloir que je fasse gaffe, que je manage mes liquidités. Donc, je m'attends plutôt à renforcer de 1 000 € si jamais l'action Bouygues descendait aux alentours des 27,50 €.
Autre achat qui est dans une logique très long terme, patrimoniale, un peu comme Orpea dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien c'est l'entreprise Safran. Safran, j'achète pas ça pour les dividendes qu'elle verse actuellement, mais vraiment parce que c'est une très belle entreprise qui est sur un marché porteur de long terme, même si en ce moment, forcément, c'est un peu compliqué depuis 2 ans avec le Covid. J'ai renforcé ma ligne puisque j'étais déjà actionnaire de Safran, même si c'est une petite ligne dans mon portefeuille. Et j'ai racheté 9 actions à 101,16 €, ça représente un investissement de 915,67 €. J'avais donc un portefeuille déjà de 9 actions, j'en ai racheté 9 supplémentaires. J'ai donc maintenant 18 actions Safran. Alors pourquoi j'ai entre guillemets racheté seulement 9 actions Safran? C'est parce qu'en fait, si jamais le nouveau variant s'avère effectivement bien plus dangereux, résistant au vaccin, etc., et il y aura une multiplication des fermetures des vols, des lignes aériennes, des pays, et donc Safran devrait en souffrir. Donc si jamais on va dans ce scénario-là, mais je n'en sais rien, eh bien très certainement l'action Safran baisserait à nouveau, et là je pourrait renforcer de manière plus sensible aux alentours des 80-85 €, peut-être même les 75 € qui avaient été touchés à certains moments par l'action Safran en 2020. Et donc voilà, je profiterai vraiment de ce creux pour pouvoir me renforcer de manière plus sensible pour le très long terme sur l'entreprise Safran. Alors, j'ai aussi renforcé légèrement l'entreprise Ruby. Je sais que Ruby inquiète beaucoup de personnes qui investissent en bourse dans les dividendes. Ruby, c'est une très très belle entreprise, mais qui souffre vraiment depuis la crise Covid, qui n'arrive pas à retrouver les faveurs des investisseurs. Alors, juste un rappel, c'est une aristocrate du dividende, c'est-à-dire qu'elle augmente son dividende chaque année depuis, vous voyez là, au moins 2005, mais c'est même avant, Ruby a commencé à verser un dividende et qui était en augmentation, mais vous voyez que le dividende a très fortement augmenté au cours de toutes ces dernières années, des 15 dernières années, 1,80 € qui ont été versés donc en 2020. Si on regarde le CA du troisième trimestre 2021, les volumes ont retrouvé leur niveau pré-Covid et l'entreprise insiste sur des marges unitaires robustes. Alors on n'a pas le niveau des marges puisqu'en fait c'est juste la publication du chiffre d'affaires. On sait quand même qu'au premier semestre 2021, ça s'était bien passé avec un beau redressement des marges. Vous voyez tout en bas, le chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 a progressé de plus 30% alors que le cumul à fin septembre est de plus 9%. Donc on voit la vraie surperformance au troisième trimestre de Ruby. Alors après, Ruby, c'est du pétrole, c'est de l'hydrocarbure. Même si jamais ce ne sont pas des producteurs et juste des distributeurs, eh bien ils souffrent d'une décote ESG. Beaucoup de personnes croient de moins en moins dans l'avenir de ces entreprises, et donc c'est pour ça qu'il y a une baisse très importante du cours de bourse. Alors après, il n'y a pas que ça, il y a notamment, et ça c'est une décision que pour le moment je ne m'explique pas, je ne comprends pas. Ruby, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires au T3 2021, a annoncé un renforcement des moyens financiers du groupe par la mise en place d'une nouvelle ligne de capital. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle de l'equity line. Ça veut dire que vous avez Crédit Agricole qui va pouvoir régulièrement émettre des nouvelles actions, donc ça va diluer les actionnaires existants pour pouvoir justement avoir des moyens financiers supplémentaires pour pouvoir faire des rachats. En fait, je ne m'explique pas le timing, je ne m'explique pas pourquoi Ruby, qui a lancé un programme de rachat d'actions l'année dernière, décide maintenant, donc rachat d'actions, je vous rappelle qu'on rachète et qu'on annule les actions pour pouvoir reluer les actionnaires au capital, diminuer le nombre d'actions pour créer de la valeur pour les actionnaires et faire remonter aussi normalement le cours de bourse, même si ça n'a pas eu l'effet escompté au niveau de Ruby. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'ils ont lancé donc ces rachats d'actions, 250 millions d'euros quand même pour les rachats d'actions, et bien là on vient rediluer les actionnaires moins d'un an après avec une dilution qui atteindra sur une base non diluée 4% du capital. Donc là franchement, la seule explication que je vois, c'est que Ruby, en lançant le programme de rachat d'actions l'année dernière, pensait pouvoir faire remonter beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement son cours de bourse, alors qu'il a continué à baisser, mais il pensait pouvoir le remonter et que du coup, en niveau de l'equity line, il s'était dit qu'avec un cours de bourse plus haut, il pourrait annoncer ça et qu'il n'y aurait pas de souci et que ça permettrait de lever des fonds, d'avoir des fonds pour pouvoir faire différentes acquisitions. Mais franchement, c'est la seule explication logique que je vois. Je ne comprends pas. J'aimerais vraiment que le management s'explique
sur leur stratégie, parce que là c'est vraiment incompréhensible de faire ça. Alors malgré tout, j'ai quand même renforcé Ruby parce que je maintiens une confiance au niveau du management. Je trouve qu'elle est vraiment sous-valorisée, mais il faut bien être conscient que ça représente un risque aujourd'hui d'investir, de rentrer sur Ruby ou alors de se renforcer, de moyenner à la baisse. Ça représente un risque. Moi, c'est un risque que j'assume, mais j'y vais plus mollo et j'atteins bientôt le plafond que je m'étais fixé en termes de capital investi sur Ruby. Donc là, j'ai profité de la faiblesse du cours suite à la baisse du CAC 40 pour pouvoir renforcer à nouveau Ruby. Mais c'est pas dingue, hein. J'ai racheté 20 actions à 24,80 €. Ça représente un investissement de moins de 500 € en incluant les frais. Ça veut dire que mon portefeuille passe de 200 actions Ruby à 220. Vous voyez, moi, je me suis fixé une limite qui va entre 250 et 300 actions Ruby. Donc si jamais elle rebaisse encore plus bas, j'irai certainement renforcer encore un petit peu, mais j'y vais mollo et quand j'aurai atteint l'objectif que je m'étais fixé, j'arrêterai mon investissement dans Ruby. Je me contenterai des dividendes, de voir le rebond de l'action si jamais il arrive et après je verrai si je revends une partie de ma ligne ou alors si je garde tout simplement pour les dividendes en fonds de portefeuille. Alors ma rémunération en tant qu'actionnaire avec ces renforts de Ruby, l'augmentation de mes dividendes annuels, alors moi j'estime que Ruby pourrait augmenter son dividende à 1,85 € l'année dernière versus 1,80 € versé cette année, fois 20 actions, eh bien ça ferait 37 € de dividendes supplémentaires. Alors maintenant, même si jamais il maintenait 1,80 €, on serait sur 36 € de rémunération supplémentaire en tant qu'actionnaire suite à ce rachat. Alors, j'ai quand même tenu à mettre le cours de bourse de l'entreprise Ruby. Vous voyez que là, on est sur une dégringolade depuis 2017-2018. Ça n'arrête pas. Alors, avant Covid, l'entreprise était vers les 55-56 €. Depuis le Covid, il y a eu une grande plongée. Ça a rebondi un petit peu et là, ça rebaisse à nouveau. On est sur un plus bas de 5 ans au niveau de l'action Ruby, donc vraiment prudence avec l'action, prudence en fait avec le montant que vous décidez d'investir dans Ruby. Ça représente un pari aujourd'hui. Moi, j'estime que c'est un pari qui peut toujours être rentable, sinon je ne me renforcerai pas. Mais je suis quand même prudent et je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier et je ne vais pas passer sur 10, 20, 30% de mon portefeuille qui est dédié à Ruby. Ça, c'est hors de question. Ça va continuer de représenter une partie limitée. Je me suis fixé un 5-6% de mon portefeuille sur Ruby maximum. Vous voyez qu'en octobre 2014, on était à 22 € au niveau de l'action. Donc, moi, mon prochain renfort, il interviendra très certainement aux alentours de 22 € si jamais on les touche. Et si on ne les touche pas, eh bien, je ne me renforcerai pas plus vraisemblablement au niveau de l'entreprise Ruby qui aujourd'hui procure un rendement de 7,20%. Par contre, si on achète 7,20% et que l'action ne fait que baisser, au bout d'un moment, c'est pas rentable non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant au niveau de l'entreprise Ruby, même si elle reste bénéficiaire, qu'elle reste très solide, mais elle va à nouveau être impactée par les mesures Covid, alors que vous voyez côté 3, ça commençait quand même à aller mieux. Sixième action que j'ai achetée, c'est l'entreprise Elis. Alors Elis, c'est comme certaines de mes actions précédentes dont je vous ai parlé dans la vidéo. C'est une des entreprises que je n'achète pas pour son dividende actuel. En même temps, ça fait 2 ans qu'elle n'en verse plus. Mais j'achète cette entreprise pour son dividende qu'elle pourra verser dans 5, 10, 15 ans. Et parce que c'est une entreprise qui a des barrières à l'entrée exceptionnel. Elis, c'est de la blanchisserie industrielle. Donc demain, pour pouvoir concurrencer Elis, il faut des investissements énormes. Il faut ouvrir des sites en proximité des clients avec des investissements de dingue. Donc les barrières à l'entrée au niveau d'Elis, c'est des douves. Demain, il n'y a pas un concurrent qui va émerger comme ça du jour au lendemain. Et Elis est en plus une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, donc qui génère beaucoup d'économies d'échelle. Alors rapidement, Elis, donc blanchisseur industriel qui s'occupe de plein de secteurs d'activité. Donc là où ils vont souffrir et pourquoi l'action a baissé, c'est sur la partie hôtellerie-restauration avec les nouvelles contraintes Covid qui sont en train d'arriver. Dans l'industrie, c'est pareil, Elis s'en occupe, commerce-distribution, dans les services. Alors vous voyez, quand vous voyez les commerces-distribution, des fois vous voyez les tapis pour vous essuyer les pieds en fait. Quand vous arrivez dans des stations-service par exemple, et bien souvent c'est Elis en fait qui est le prestataire. Au niveau de tout ce qui est santé et action sociale, dans les hôpitaux, les blues par exemple, souvent c'est Elis en fait qui est chargé de les nettoyer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une entreprise qui est extrêmement solide, qui est très diversifiée et qui, même si elle souffre de la crise Covid, vous allez voir,
a des positions qui sont extrêmement fortes avec une marge en plus qui s'améliore. Vous voyez, en 2020, il y a eu 2,8 milliards d'euros de revenus, un EBITDA, donc 2020 c'était le plein cœur de la crise Covid quand même, avec le premier confinement notamment, un EBITDA quand même de quasiment 34%, un free cash flow positif de 217 millions d'euros. Elis, ils sont présents dans 28 pays, il y a plus de 400 000 clients, donc la base de clients est très bien diversifiée. Ils sont numéro 1 dans un grand nombre de pays, en France, qui représente d'ailleurs 31% de son business. Ensuite, vous avez le Brésil, il y a eu un rachat qui a été fait il y a quelques années au niveau du Brésil qui fait que Elis est numéro 1 au Brésil. Donc là, vous voyez le niveau d'EBITDA, vous avez tous ces pays-là, la France, la Suède, le Danemark, la Norvège, Pologne. Vous avez des pays qui sont aussi très rentables comme l'Italie, l'Irlande, la Finlande ou encore le Brésil. Et après, les pays qui ont besoin d'avoir leur marge d'EBITDA améliorée, notamment l'Espagne, le Chili ou encore la Russie. Bref, c'est quand même une très très belle entreprise avec des positions très fortes et c'est pour ça que je m'inscris dans une logique de très long terme au niveau d'Elis. Je me suis renforcé légèrement, j'ai acheté 16 actions à 13,89 €. Frais inclus, mon investissement s'élève à 224,02 €, ce qui fait que j'avais un portefeuille de 84 actions Elis et que maintenant je suis à 100 actions. Alors, Elis versait avant la crise Covid 37 centimes de dividendes par action. Je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que l'entreprise n'en verse plus. Je pensais qu'en 2022, au titre des résultats de 2021, eh bien, l'entreprise allait reprendre le versement de ses dividendes. Mais si jamais on a ce nouveau variant Omicron, donc le variant qui a été découvert en Afrique du Sud, qui fait plus de dégâts que prévu, eh bien, peut-être que Elis va encore passer son tour en 2022 au titre de 2021. Mais je vous dis, je m'inscris dans une logique de long terme. Ça va être difficile pour une entreprise de ubériser Elis et c'est rare en fait ce genre d'entreprise qui ne peuvent pas se faire concurrencer de cette manière-là, qui ne peuvent pas être ringardisées du jour au lendemain parce qu'il y a des barrières à l'entrée énormes et c'est pour ça que je m'inscris dans une logique patrimoniale au niveau d'Elis, mais également dans une logique de dividende, mais vraiment, vous l'avez compris, dans quelques années. 7e et dernier achat que j'ai effectué, c'est l'entreprise BIC. Alors BIC, c'est une entreprise qui n'est pas sur des marchés faciles. Elle a des parts de marché de dingue. Par contre, ces marchés sont quand même plutôt sur des tendances un peu compliquées. Alors pourquoi je me suis intéressé à BIC ? Eh bien en fait, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je suis allé début septembre chez Carrefour pour acheter un stylo. Ça fait des années que je n'avais pas acheté de stylo personnellement. Et quand je suis arrivé chez Carrefour, dans le rayon donc papeterie, je vois au niveau des stylos quasiment que des références de BIC. Je vois du BIC partout sur plein de modèles différents et quasiment pas de concurrents. Et là, je me suis dit, bon ok, toi, tu n'as pas acheté des stylos depuis quelques années, mais en fait, BIC, en termes de référencement, en termes de part de marché, ça doit être un truc de dingue, puisque là, je ne vois que du BIC dans le rayon. Et donc, j'ai décidé de me réintéresser un petit peu à l'entreprise et d'aller creuser mon sujet. Donc BIC, en fait, j'ai fait un achat. J'ai acheté 20 actions avec un prix de revient unitaire moyen de 46,12 €. C'est un investissement donc de 922,40 € en sachant que ça représente un pari parce que c'est une entreprise qui était en décroissance et qui pourrait être sur la voie du redressement. Mais vous savez comment ça se passe au niveau des redressements ? Eh bien, ça se passe bien dans un faible pourcentage des cas et dans beaucoup de cas, l'entreprise n'arrive pas à se redresser et à retrouver de la croissance. Alors, on va parler quand même des métiers de BIC. Ils ont 3 pôles. Ils ont un pôle Human Expression. Donc en fait, Human Expression, c'est tout ce qui est stylo. Vous avez maintenant aussi des nouveautés, c'est-à-dire qu'ils font de l'encre pour des tatouages éphémères notamment. Donc ça, c'est le pôle Human Expression. Ils ont la marque Tipex aussi. Vous savez, les correcteurs, la petite souris là à passer pour pouvoir mettre du blanc. Ils ont le pôle Flame for Life. Alors simplement, c'est les briquets qui, malgré un marché du tabac en fait qui baisse avec un nombre de fumeurs qui baisse, eh bien ce marché se porte quand même bien puisqu'on n'utilise pas des briquets que pour fumer, mais également pour allumer des bougies, pour allumer des gazinières, etc. Et puis vous avez le pôle Blade Excellence et donc ça, eh bien c'est tout simplement les rasoirs. Ils ont beaucoup innové au niveau des rasoirs et maintenant ils font même des rasoirs 3 lames jetables qui sont dans une croissance intéressante depuis quelques temps.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous investissez dans BIC, vous investissez aux côtés de la famille BIC. Et vous savez que j'aime bien ça quand les intérêts sont alignés. La famille BIC possède encore 45% du capital et c'est plus de 60% des droits de vote. Donc, clairement, ils sont chez eux. C'est eux qui décident de tout. Donc, 45% du capital, vous êtes sûr que la famille et les dirigeants vont pas faire n'importe quoi et ont intérêt à ce que le cours de bourse reparte à la hausse, soit le plus élevé possible et que la rémunération des actionnaires soit intéressante tout en s'assurant que les liquidités nécessaires restent dans l'entreprise pour pouvoir redévelopper l'entreprise et assurer sa croissance future. Vraiment, c'est du très très long terme quand vous êtes sur une entreprise familiale et c'est pour ça que ces entreprises résistent souvent bien au travers des crises et des décennies. Alors juste avant, on a parlé des différents pôles. On va voir ce qui pèse aujourd'hui au niveau des ventes à 9 mois en 2021. On voit que le premier pôle en 2021 à date, c'est le pôle Flame for Life, donc les briquets avec 39% des ventes, suivi juste derrière de Human Expression avec 38% des ventes et puis Blade Excellence, donc les rasoirs, pèsent 22% des ventes. Intéressant aussi en termes de géographie, quand vous achetez BIC, vous achetez une entreprise mondialisée. La première région représentée en termes de chiffre d'affaires, c'est l'Amérique du Nord qui pèse 43% des ventes, suivi par l'Europe, suivi de l'Amérique latine avec 14% des ventes et suivent le Moyen-Orient et l'Afrique ainsi que l'Asie qui inclut notamment l'Inde où BIC a racheté il y a quelques temps le numéro 1 du pays et donc c'est un axe de croissance très intéressant, tout ce qui est Afrique, Asie et également Inde. Au niveau des résultats du troisième trimestre et donc des 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires il est supérieur au niveau de 2019 dans la majorité des régions à base comparable et donc l'entreprise a révisé à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2021. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que sur le cumul à 9 mois, on est sur une croissance à base comparable de plus 16,1% et même de quasiment 20% à taux de change constant. Alors 2020 avait vu les ventes quand même plonger avec les différents confinements. La marge d'exploitation ajustée repart à la hausse avec 17,8%. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à la contre-performance de l'année dernière. Et le résultat net part du groupe par action ajustée repasse à 3,80€ versus 2,92€ l'année dernière en 2020. Alors, vous voyez ici la différence entre le résultat net part du groupe de 6,40€ et le 3,80€. C'est quoi ? En fait, c'est la vente du siège historique de BIC à Clichy qui a été vendu en début d'année à BNP Real Estate. Donc voilà, ça fait un bénéfice exceptionnel qui retraité en fait donne 3,80€ de résultat part du groupe par action au niveau du business. Donc retraité de cette plus-value qui est par définition exceptionnelle et qui ne sera pas reproduite dans le futur. Le cash flow se porte bien avec 232 millions de free cash flow en forte augmentation par rapport à l'année dernière, là encore. Si on prend un peu de recul, même si c'est une entreprise qui fait face à des vents contraires, eh bien, on voit qu'au cours des années précédentes, le free cash flow est extrêmement important. Le free cash flow généré par l'activité avant acquisition, on voit qu'au cours des précédentes années, on a une tendance à la hausse. Et là, on a eu un point culminant en 2020 avec 275 millions de free cash flow. Donc voilà, c'est super important le free cash flow pour pouvoir financer les futurs projets de l'entreprise, faire des acquisitions, pouvoir payer des dividendes aux actionnaires également. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la rémunération des actionnaires, eh bien, c'est quelque chose d'important pour l'entreprise. Alors, on voit que le dividende a baissé au cours des années précédentes, puisqu'il était depuis plusieurs années aux alentours de 3,40€, 3,45€. Avec la baisse des résultats en 2019, il a baissé à 2,45€, donc coupe importante. En 2020, donc en 2021, au titre de l'exercice 2020, le dividende a encore été coupé à 1,80€. Donc là, certaines personnes vont se dire bah non mais BIC c'est pas pour moi dans une logique de dividendes. Moi je pense qu'on peut repartir à la hausse au niveau des dividendes de BIC, qu'on a peut-être touché le fond de la piscine et puis en même temps cette entreprise a quand même maintenu son dividende malgré l'incitation de l'État français à ne pas verser de dividendes compte tenu de la crise Covid. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir repartir à la hausse et puis c'est une entreprise qui régulièrement fait des rachats d'actions. Alors ils n'ont pas toujours été très bien inspirés parce qu'en fait en 2016-2017 le cours de l'action était extrêmement
extrêmement haute, donc là ça a plutôt détruit de la valeur hein, par rapport à des investissements qu'ils auraient pu faire ou des dividendes supplémentaires qu'ils auraient pu verser. Mais là, l'action étant tellement faible, c'est intéressant si l'entreprise accélère ses rachats d'actions actuellement. Alors, avec cet achat, l'augmentation de mes dividendes annuels, si jamais l'entreprise verse le même dividende cette année que l'année dernière, soit 1,80 €, eh bien ça me ferait 36 € de dividendes annuels supplémentaires. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je compte bien que le dividende puisse réaugmenter fortement au-dessus de 2 € et donc là, ça me ferait au moins 40 € de dividendes supplémentaires à l'année. Alors, je vous parlais du cours de bourse. Vous voyez, hein, si on regarde sur un an, eh bien l'action avait plongé vers 45 € aux environs de février 2021. Elle était remontée le 10 mai 2021 à 65 € et depuis, eh bien, elle rebaisse. Moi, ça fait plusieurs mois en fait. Vous voyez, hein, je vous ai dit début septembre, l'action BIC, je me suis penché dessus. Je trouvais qu'elle était un peu trop valorisée et qu'elle pourrait rebaisser si jamais une nouvelle vague Covid arrivait. Elle était aux alentours des 55-56 €. Bah, j'ai attendu patiemment qu'elle arrive aux alentours des 45-46 € pour pouvoir rentrer sur l'entreprise. Et si on regarde même au cours des 5 dernières années, on voit la dégringolade du cours de bourse qui était valorisé à quasiment 130 € en 2017 et juste avant la crise Covid, l'action était à 63 € à cause des mauvais résultats 2019, des marchés qui étaient compliqués. On voit l'impact de la Covid qui a permis pour moi en tout cas d'acheter l'action 35% moins cher qu'avant la crise Covid. Et on va se faire mal, hein, on regarde vraiment sur le maximum au niveau de la cotation, on peut voir qu'en fait là on est revenu sur des niveaux actuellement de août 2009, donc juste après la plus grande crise financière de l'histoire. Eh bien BIC était descendu sur ces niveaux là, même encore un peu plus bas, mais vous voyez qu'aujourd'hui on a la possibilité de racheter cette très belle entreprise à des cours similaires à août 2009 et c'est aussi pour ça que je suis rentré sur l'entreprise, c'est-à-dire que la valorisation est faible au niveau de l'entreprise BIC et j'ai compte bien qu'elle puisse se redresser. Alors je dis pas qu'on ira retaper les 150 € comme ça a été le cas en 2015 au moment où en fait l'entreprise était à son apogée, mais pour le coup je pense qu'il y a de la plus-value à générer au niveau de BIC et des dividendes à recevoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, merci pour vos likes. N'hésitez pas à partager et à commenter, hein, ça se passe en dessous. Faites-moi vos commentaires, j'y réponds et on discute ensemble des différentes actions dont vous voulez qu'on parle. Merci encore et à très vite. Ciao!